Dans cette vidéo, je vais te présenter le plan étape par étape que j'aurais aimé avoir il y a 5 ans quand j'étais développeur Java dans une grande société de conseil et qui m'aurait permis de me lancer en freelance. Voici l'étape. Qu'est-ce que c'est qu'une ESN? Comment se mettre en action? Analyser son marché, clarifier son offre, préparer son profil LinkedIn, prospecter, construire sa trésorerie et s'entourer et se former intelligemment. Donc là, je t'ai montré les grandes étapes, mais on va aller directement dans le dur. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une ESN, entreprise de services numériques, ou SS2I à l'époque, ou société de conseil. En gros, une ESN, c'est une société de conseil spécialisée dans l'informatique. En gros, leur mode de fonctionnement. Moi, j'ai été ingénieur d'affaires, donc j'ai été de l'autre côté. Ce que je faisais, c'est que je t'achetais, toi, développeur Java, je t'embauchais en CDI, avec un salaire brut annuel de 40 000 euros. Tu divises ça par 228 jours, ça te donne un TJM. À ce TJM-là, il fallait que je rajoute 20%, 25%, en gros 100, 150 euros, et que je le vende à des clients. Donc pour faire ça, je prospectais toute la journée pour avoir des besoins. Donc le client qui me dit j'ai besoin d'un développeur Java, j'ai besoin d'un développeur C Sharp, j'ai besoin d'un DevOps, etc., etc. Une fois que j'avais réussi à faire ça, il fallait que j'aille chercher les candidats pour les recruter et les revendre. Je le faisais aussi, et d'ailleurs moi j'aimais bien ça, mais avec des freelances. C'est exactement la même chose. Tu prends un profil freelance, tu rajoutes ta marge par rapport à son TJM et tu le vends de la même façon à ton client. Ça, c'est le mode de fonctionnement des ESN. Quel est l'intérêt de se lancer en freelance? Déjà, tu peux quand même te lancer en freelance du coup avec ton ESN, mais c'est surtout que aujourd'hui, toute la marge que se fait ton ESN, les 100, 150 euros, c'est toi qui vas pouvoir les récupérer. Donc en gros, si tu fais 100 euros par jour de marge, ça te fait quand même, fois 18 jours dans le mois, ça te fait quand même 1800 euros de plus par mois. Grosso modo, c'est ce que tu peux te faire en faisant des calculs ultra simples. Tu étais à 2000 euros, tu vas passer à 3008. Tu étais à 4000 euros net par mois, donc avec un beaucoup plus gros TJM, tu prends les 20%, ça va presque te doubler ton salaire. Je parle pas du tout des optimisations sur auto-entrepreneur, SASU, URL. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, ou j'en ferai d'autres d'ailleurs, mais j'ai des partenaires parce que je suis pas non plus expert là-dedans dans l'optimisation. Moi, ce que je te conseille, dans tous les cas, à part si tu as 20 ans d'expérience et que tu peux commencer à un TJM à 800 euros, c'est de commencer par une auto-entreprise. À nouveau, à tous ceux qui se disent ah ouais, mais l'auto-entreprise, on a droit à l'acre que sur 4 trimestres et pas sur un an, donc il vaut mieux que je me lance à telle ou telle période. Tous les gens qui se disent ça, c'est des gens qui se lancent pas. Ton premier contrat que tu vas aller chercher, ça va être un contrat de 10 mois à 10 000 euros par mois. On parle d'un contrat à 100 000 euros. Si tu cherches à optimiser la petit détail là de ton acre, de machin, où tu vas gagner 2000 euros, en fait, t'es pas à 2000 euros près. Oui, aujourd'hui, en étant en CDI dans une société de conseil, les 2000 euros, c'est un mois de salaire. Oui, tu es à 2000 euros près. Mais en fait, quand tu vas chercher un contrat à 100 000, désolé, mais 2000 euros, c'est que 2%. Donc en soi, va pas chercher la petite bête sur quand est-ce que tu crées. C'est un problème que tu n'as pas pour l'instant, puisque tu n'as pas de client. Donc, va d'abord chercher un client. Une fois que tu auras ton client et que tu pourras peut-être modifier un petit peu la date pour démarrer à 15 jours près en septembre à la place de août pour éviter de perdre le trimestre, non, te prends pas la tête. Donc, en fait, te lancer en freelance, ça va te permettre de faire minimum 8000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur ta première année, tu vas avoir l'acre. Avec ton acre, tu vas récupérer au moins 7000 euros de salaire net. En général, tu étais à même pas 3000 euros net par mois en étant dans une société de conseil. Donc en fait, le gap, il est énorme. Donc, juste sur la base de l'ESN, leur taf, c'est de t'acheter pour te revendre à leurs clients. Ils peuvent t'acheter en tant que freelance. Ça, c'est quand même important, c'est pour ça que je le redis, ton manager peut t'acheter en tant que freelance. Il va le faire moins de marge, il faut que tu ailles chercher auprès de lui de la transparence. Mais pour ça, il faut en avoir. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est se mettre en action. Se mettre en action, c'est le truc le plus important. J'en vois tellement qui me disent ah ouais, mais j'attends l'année prochaine, j'attends ci, d'avoir 6 mois de compétences de plus, d'avoir ci, d'avoir telle expertise, d'avoir telle certification, j'ai demandé. Arrête, impose-toi. Tu demandes à ton manager, qui est ton employeur aujourd'hui, si tu es dans une société de conseil, tu appelles ton business manager, tu lui dis là, je veux qu'on se voit. À partir de ce moment-là, du coup, tu vas imposer ta date. Plusieurs choses. La première chose que tu lui dis, c'est que bon, tu veux te lancer en freelance et que du coup, tu aimerais, parce que ça se passe bien avec ton client et que ça se passe bien avec lui, rester dans cette société-là. Tu lui dis, moi pour l'instant, j'ai pas encore tout calculé, fais-moi une proposition de TJM qui te permettrait de garder ta marge actuelle.
Alors évidemment, c'est pas du salariat, il n'est pas objectivé de la même façon, etc., etc. Tente-le. De toute façon, tu lui dis, garde ta marge actuelle et propose-moi un TGM qui correspond. Il va te calculer ton coût jour, ça va être 300 euros, il va te proposer un TGM à 300. À ce moment-là, tu peux lui imposer de dire, bon, ben maintenant c'est 400 ou rien. Euh, Tout dépend. Si tu veux te rassurer avec une rupture conventionnelle, tu peux la jouer là-dessus, de dire, bon, ben je reste avec toi, je prends un TGM très bas à 300, c'est ok. Par contre, tu me fais une rupture. La négociation se passe bien, tu as plusieurs leviers, je reviendrai pas là-dessus. Si tu veux préparer ta négociation de demande de rupture avec moi, pareil, tu peux prendre rendez-vous, ça fait partie de ce que je fais dans l'accompagnement, mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo. T'as une ERC, c'est très bien, t'as ta date qui est imposée, tu restes avec lui, tu restes pas avec lui, tu fais ce que tu veux, tu commences à prospecter, on verra les étapes d'après. Par contre, si t'en as pas, démissionne quand même. C'est ce que j'ai dit dans le point 2, c'est te mettre en action. Tu démissionnes. Tu auras 3 mois trouver un client. 3 mois, c'est plus que ce qu'il ne faut pour trouver ton client. Sachant que, une fois que tu auras démissionné, ton client actuel va être au courant. Si t'es pas un intercontrat, si t'es un intercontrat, c'est un petit peu différent. Et si t'es un intercontrat, d'ailleurs, je reviens sur le point juste avant, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avoir une rupture conventionnelle, parce qu'en effet, ton business manager, il préfère te payer une rupture conventionnelle et que tu partes la semaine d'après, plutôt que de te payer 3 mois d'intercontrat pendant ta démission, ton préavis. Donc, voilà, je redonne un argument, j'avais dit que je le ferais pas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Euh, J'en étais où? Tu as démissionné. Ton client va savoir que tu vas démissionner. Tu vas lui dire je vais quitter ma société de conseil. Donc voilà. Option 1, ton client il veut te garder. Il peut faire pressing auprès de ton business manager pour te garder en peut-être faisant un effort sur ton TJM. Ne va pas demander à ton client de te prendre en direct. Alors déjà, en termes d'éthique par rapport à ton ESN, faut pas cracher dans la soupe. Ton ESN, c'est ce qui t'a payé pendant des mois, des années. Voilà, ne va pas voir ton client. Par contre, dis à ton client que tu pars et que tu pars pour te lancer en freelance. Peut-être que c'est ton client qui va te le proposer. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. Attention, le client a quand même des clauses auprès de l'ESN, de non-sollicitation, de non-débauchage des salariés. Donc, ça peut être un petit peu touchy. Maintenant, si c'est ton client qui te le propose, le seul truc qu'il te faut, toi, c'est que ton ESN actuel, elle n'active pas ta clause de concurrence. Donc ça sera dans la négociation que tu as eue avec ton manager. Donc voilà. Maintenant, tu as imposé ta date, t'as pas de clause de concurrence, mais bon, ton client, il veut pas te garder parce que c'est touchy ou parce qu'il s'entend bien avec ton SN, bref, c'est pas grave. Tu as 3 mois, la durée de ton préavis, pour retrouver un client. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Point 3, analyser ton marché et ton positionnement. La première chose que je ferais à ta place, et que j'aurais dû faire il y a 5 ans quand j'étais en CDI dans mon ESN, c'est du coup d'aller regarder toutes les offres d'emploi. Et là, je te parle de mots-clés, je te parle d'utilisation de titres qui fonctionnent par rapport à ce que cherchent les recruteurs. Donc, analyse ton marché, c'est ça. Si tu vas sur Indeed, c'est vraiment, c'est tout bête, hein. En vrai, ça sert à rien que je donne un exemple. Tu vas sur Indeed, tu tapes ce que tu penses être ton métier. Moi, j'étais développeur Java, donc j'aurais tapé développeur Java. Euh, Ça peut être ingénieur logiciel, ça peut être développeur full stack, ça peut être développeur back-end, tu vois. Là, il y a 4 titres pour dire la même chose. Donc en fait, ça, c'est hyper important, ton naming. Il faut que dans ton titre, il y ait ça, et dans chacune de tes expériences, il y ait ça. Donc, tu vas sur développeur Java, sur ton expérience, tu regardes si ça correspond, machin. Tu vois les mots-clés. Spring Boot, Docker, Kubernetes. D'ailleurs, si tu te lances aujourd'hui et que tu es développeur full stack, back-end, front-end déjà, je te dirais, moi, je pense que c'est développeur full stack le meilleur truc à mettre, ou développeur Java, enfin avec ta techno, et ensuite les mots-clés. Et un truc hyper important, en 2025, forme-toi sur Docker, forme-toi sur Kubernetes, forme-toi sur tous les outils, sur toute la stack d'outils qui vont être alentour. Forme-toi sur du cloud. J'ai discuté ce matin avec un développeur C Sharp. Je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il maîtrise Azure. C'est trop important. Il peut passer une petite certif s'il veut. Ça rassure le client. C'est pas forcément nécessaire. Mais il faut qu'il le fasse. Donc, forme-toi sur tout ce qui est alentour parce qu'aujourd'hui, c'est trop important de maîtriser tout ça. Donc voilà, ça c'est dit. Ces mots-clés, du coup, il faut que tu les réutilises aussi dans ton titre, dans toutes ces informations-là. Donc, quand j'ai dit analyser ça, c'est vraiment aller chercher ce que cherchent les recruteurs. Tu vois toutes les annonces, tu peux mettre France entière, on s'en fiche. Va voir ce que les recruteurs recherchent. Et ça, c'est ça, étudier ton marché. Parce que aujourd'hui, j'en ai discuté avec un data ingénieur. Il savait pas quoi mettre dans son titre au début. Enfin, c'est un data scientist et je lui ai dit de mettre data ingénieur en fait. Parce que data scientist, il n'y avait aucune offre.
c'était complètement bouché. Les seuls qui prenaient, c'était des PhD, des mecs qui avaient fait des trucs de fou pour travailler sur des réseaux neuronaux ultra précis. C'était pas du tout son profil qu'il recherchait. Et lui, en gros, il avait beaucoup plus d'opportunités à aller sur de la data ingénierie, voire même sur du MLOps. Il aurait eu beaucoup plus d'opportunités à aller là-dessus qu'en se mettant data scientist, même si c'était sa formation de base. Donc voilà, ça c'est analyser ton marché. C'est vraiment tout bête, c'est assez facile à faire. Tu as plein d'outils qui permettent de le faire. Tu peux le faire à l'échelle, c'est-à-dire d'avoir des outils automatiques qui vont scraper Welcome to the Jungle, Indeed pour regarder toutes les annonces. Franchement, c'est pas nécessaire. Tu vas avoir 20 annonces sur lesquelles tu penses matcher et tu vois les mots-clés, tu fais le matching avec ça. J'ai déjà du coup attaqué la partie 4 qui est clarifier son offre freelance. J'en vois tellement qui disent j'aide les PME à optimiser leur pipeline de déploiement. Déjà, ça veut dire que tu te fermes toutes les portes aux entreprises qui sont. Je parle pas français. Tu te fermes toutes les portes aux entreprises qui ne sont pas des PME. C'est comme sur Malte, si tu es inscrit sur Malte, tu peux voir dans les trucs préférences, il y a ce que je ne préfère pas. D'ailleurs, la formulation est compliquée, j'en vois plein qui cliquent sur tout, donc ça veut dire qu'ils préfèrent rien. Mais bref, te fermer les portes, te fermer des portes sur des missions de moins d'une semaine, c'est bête, tu peux faire un audit et avoir une mission et avoir une étoile et avoir un client satisfait. Fermer des portes sur des entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, t'aides pas les PME, t'aides toutes les entreprises. Et pourquoi c'est pas utile de mettre des phrases comme ça? Parce qu'en termes de référencement, ça n'apporte rien. En fait, ça clarifie rien. Il vaut mieux 1000 fois avoir un titre avec écrit DevOps, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, qu'avoir un truc j'aide les PME à gérer leurs outils de déploiement automatisés. Enfin, on s'en fout en fait. Clarifie ton offre. Aujourd'hui, tu es freelance. Ce que tu vends, c'est ton temps au TJM. Donc écris DevOps, Docker Kubernetes pour le référencement, et dans ta description, tu mets je mets service, mon temps, et tu mets ton TJM. En fait, tout le monde sait de quoi tu parles quand tu vends un TJM. Donc ce sera beaucoup plus clair comme ça. Donc c'est ça que j'entends par clarifie ton offre. Du coup, où est-ce que tu l'écris, cette offre-là Pour moi, l'outil, aujourd'hui, en 2025, on est juillet 2025, l'outil le plus performant, on est fin juillet, c'est LinkedIn. En gros, dans la prospection, il y a deux choses. Il y a une partie qu'on appelle inbound, qui est faire venir les gens à toi. Donc ça, par exemple, c'est le cas de la plateforme Malte, où tu t'inscris, tu mets tes infos, et après t'attends. C'est du passif, c'est les gens qui viennent à toi. LinkedIn peut être un outil comme celui-là, parce qu'il y a plein de recruteurs qui sont dessus, donc si tu as un profil qui est bien référencé, quand ils vont taper les mots-clés, ils vont te trouver, ils vont te contacter. Donc ça, tu peux avoir une partie d'inbound, c'est de l'optimisation, tu te fies à l'analyse de marché que tu as fait avant, tu mets tous ces mots-clés dans tes titres, dans ta bannière, dans tes descriptions, partout. Partout, partout, partout. Ça, c'est une partie inbound. Tu peux faire pareil sur la PEC, mettre ton CV sur la PEC, ça revient au même. C'est pas ce que je te conseille si t'es freelance, mais bon, bref. Ça, c'est l'inbound. Et en gros, LinkedIn, tu peux aussi l'utiliser pour de l'outbound. Et donc, on en vient au point 6, juste pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Je reviens sur ce qu'il y a là. Le point 6, du coup, prospecter en douceur. On va utiliser LinkedIn. T'as analysé ton marché, t'as écrit ce que tu vendais, t'as un profil qui est optimisé. Maintenant, il faut attirer des gens vers toi. Plusieurs leviers. À nouveau, tu peux faire des posts. Ça, j'ai un avis qui est. Enfin, je sais pas s'il est tranché ou pas, mais en gros, pour moi, c'est pas nécessaire de faire des posts. J'en vois plein qui disent il faut poster en 2025 pour se différencier, pour trouver des clients. Je suis pas d'accord. C'est pas obligé de poster. Par contre, alors, et surtout pas de poster toutes les semaines. Alors, ça, oui, si tu veux faire grandir ton audience, pour faire scaler ton entreprise, tu veux vendre des audits, tu veux vendre du logiciel, tu veux vendre du SaaS, tu veux faire plein de choses. Oui, de toute façon, aujourd'hui, le personal branding, c'est un des plus gros leviers. Si tu as une audience, sur quelque réseau que ce soit, qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent demain. Mais là, c'est pas ton but c'est d'avoir un client, et donc pour ça, poster tous les jours, ça sert à rien. Faire un post bien ciblé, j'ai fait l'exemple avec que j'ai partagé d'ailleurs avec Omar. J'ai écrit le post pour lui, il l'a posté, il a eu des opportunités juste grâce à ce post. Donc oui, ça fonctionne, je vais pas dire le contraire. Par contre, j'ai aussi eu plein de clients qui ont eu des résultats sans jamais poster. Ça, c'est quand même, enfin pour moi, important de le préciser, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. Du coup, comment prospecter? Déjà, c'est quoi prospecter? En fait, je vois des gens qui me disent ah ouais, mais moi je veux avoir accès au marché caché,
c'est quoi le marché caché? Enfin, il n'y a pas une plateforme dark web où tu peux acheter de la drogue et des clients en freelance. Enfin, ça marche pas comme ça. Le marché caché, c'est juste, il faut se positionner à la place du client. Moi, demain, je suis client, je cherche un développeur Java, je vais aller voir mes anciens consultants, je vais avoir mon équipe avec laquelle je travaillais quand j'étais développeur Java, je vais aller leur demander, je vais demander à mon réseau. Je vais pas poster sur Indeed, payer pour poster sur Indeed, payer pour poster sur Welcome to the Jungle, payer pour quoi que ce soit. Je vais demander à mon réseau. Mais ça, c'est ce que font les clients. Et parfois même, avant de demander à leur RH, ils vont faire ça, de demander à leur réseau. Moi, quand j'étais ingénieur d'affaires, j'avais des clients qui me demandaient à moi, avant même de poster quoi que ce soit. Et du coup, j'avais une offre qui était off-market. Mais c'était pas une offre sur un dark web, enfin bizarre. J'en ai qui pensent, il y en a pas mal des freelances qui pensent que c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est juste qu'il faut avoir dans ton réseau des gens qui recrutent. Donc, vu que tu as fait ton analyse de marché et que tu as 3 mois pour trouver ta mission, regarde qui cherche aujourd'hui. Parce que ceux qui cherchent un développeur C# aujourd'hui chercheront peut-être, sûrement, un développeur dans 3 mois. Puisqu'ils sont sur une stack C#, ils vont avoir du turnover. N'importe quelle startup, même s'il y a 30 développeurs en C#, 30 développeurs, tu as du turnover tous les trimestres, tu en as un qui part, quoi. Donc en fait, tu as une opportunité tous les trimestres. Donc en fait, quand tu vois un client qui cherche un C# aujourd'hui, ajoute-le. Même si c'est pour dans 3 mois et que si tu le contactes, il va te dire ah ben non, j'ai pas d'opportunité maintenant et tout. Tu l'ajoutes quand même. Et c'est là où, quand tu auras un réseau de développeurs C# et que tu es développeur C# et que tu cherches des missions, le jour où tu vas faire un post un peu optimisé en disant coucou les gars, cher réseau, surtout pas faire ça, hein, c'est ironique, cher réseau, je suis à l'écoute d'opportunités, ben, tous ces gens-là le verront. Et donc du coup tu auras des opportunités qui arriveront à toi en mode inbound. Mais en fait ça sera pas un vrai inbound parce que c'est le fruit de ton travail. Mais bon, bref. Donc comment prospecter, pour moi, c'est d'ajouter tous les gens qui peuvent être tes clients. Alors, 3 leviers. Un levier, c'est ajouter tes pairs. C'est tout bête, tu ajoutes d'autres freelances. Ils vont t'aider en mode hey, coucou, comment t'as fait pour rentrer chez ce client-là? Tu les ajoutes. Ensuite, ajouter des ingénieurs d'affaires, donc des gens dans des ESN ou des recruteurs qui peuvent t'aider, moyennant une marge, comme on l'a vu au départ pour quitter ton ESN, moyennant une marge, ils vont t'aider à trouver un client. Je le conseille pas, c'est pas le débat de la vidéo aujourd'hui, c'est juste un levier. En effet, un ingénieur d'affaires à 20, 30, 40 clients, enfin à 10 clients et 30 prospects, tu lui donnes ton CV, il va l'envoyer à 40 personnes, donc tu as un effet de levier qui est important. Prends 3-4 ingénieurs d'affaires avec qui tu t'entends bien, avec qui sur l'entretien tu as eu un bon échange, et ça sera déjà pas mal. Tu les ajoutes. Et du coup, les troisième typologie de personnes, c'est celui qui peut être ton client. Réfléchis à tous tes anciens clients qui étaient décisionnaires. Parfois c'est le product owner, parfois c'est le PM, parfois c'est le PMO, parfois c'est le responsable bundle, le responsable BU, j'en sais rien quoi, il y a 50 000 nominations, le manager, le chef de projet, le... Je sais pas, réfléchis au naming qu'avaient tes anciens clients. Ou alors, si t'as jamais eu de client parce que tu viens de te lancer et que tu étais en CDI avant et que tu n'avais pas cette notion de client, réfléchis dans les autres entretiens que tu as fait, qui était en face de toi. C'était qui les interlocuteurs qui étaient en train de te qualifier ou pas. Essaye d'éviter les recruteurs ou les RH, parce qu'elles, de toute façon, ils veulent du CDI. Donc, va plutôt chercher en direct les PM, PMO, lead, tech lead, CTO, machin, ce genre de postes-là qui peuvent être susceptibles de faire ces recrutements-là. Ajoute tout le monde. Ne te pose pas de questions. T'ajoutes. T'as une limite de 100 par semaine. Ajoute-en 100 par semaine. T'en fais 20 le lundi, 20 le mardi, 20 le mercredi, 20 le jeudi. Le vendredi, t'essayes de dépasser les 20 jusqu'à ce que tu sois bloqué. Déjà ça, si t'as dans la semaine 100 personnes ajoutées, 50 nouvelles relations, tu peux avoir 5 entretiens, tu peux avoir un lead en fait. Donc c'est là où c'est hyper important de faire cette partie prospection. Donc pendant 3 mois, si toutes les semaines t'ajoutes 100 personnes, au bout des 3 mois de préavis, tu devrais avoir ajouté 12 semaines, donc 1200 personnes. Sur ces 1200, il y en a 30% qui t'ont accepté, c'est très bas 30%, mais tu en as 30% qui t'ont accepté, 3 x 4, 12, ça veut dire que tu as 400 personnes dans ton réseau. 400 personnes. Tu as besoin d'un client. Tu as 400 nouvelles relations. À ce moment-là, pas au bout de 3 mois, mais au bout de 2, tu as 200 nouvelles relations, tu mets ton petit post en disant coucou, la semaine prochaine je suis dispo, coucou, cher réseau, gna gna. À nouveau, c'est ironique, ne fais surtout pas un post avec écrit cher réseau, contacte-moi si tu veux un MOOC à peine mieux, mais bon, bref. Tu fais un petit post, toutes ces personnes-là
vu que c'est des personnes récentes dans ton réseau, l'algorithme de LinkedIn va leur présenter ton post. Et vu que tu n'as jamais posté, tu vas avoir ce truc-là de positif. Ou alors, parce que tu ne veux pas poster, et je l'entends complètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renvoyer un message à toutes tes relations. Tous ceux que tu n'as pas encore contactés. Et quand je dis toutes tes relations, ça peut être même tes anciennes relations de travail. Pas obliger les nouvelles personnes forcément que tu as ajoutées. Ça peut être d'autres personnes qui n'ont rien à voir, qui étaient des gens avec qui tu as travaillé avant, qui étaient des potes d'école, qui sont aujourd'hui rentrés dans une boîte sur un sujet qui est susceptible de t'intéresser. Désolé, je bois, je parle trop. Je suis le seul mec à faire des vidéos sur YouTube et à faire une pause pour boire. Mais bon, si t'es encore là, c'est que le sujet t'intéresse. Du coup, j'arrive à l'étape 7. Je te remets l'écran pour avoir un petit suivi. Construire une trésorerie et prévoir les creux. Ça, quand tu es en CDI, c'est difficile de construire une trésorerie. On va dire qu'actuellement, tu gagnais 3000 euros net par mois. Ça veut dire que pour vivre, tu as besoin de 3000 euros. Peut-être que tu mettais un peu d'argent de côté et tout, c'est pas grave. Tu as besoin de 3000 euros pour vivre. Ça veut dire que si tu as 3000 euros de côté, tu peux tenir un mois. Ce qui peut être compliqué, vu que tu gagnais 3000 euros, tu peux pas mettre un mois de côté. Par contre, à partir du moment où tu vas être freelance, tu vas facturer 10 000 euros, on va dire que tu vas toucher, même sans, je parle pas de la et tout, tu vas toucher 6 000 net. Ça veut dire que tous les mois, tu peux avoir un mois de rab. Donc en gros, sur tes 6 premiers mois, ne commence pas à flamber, à t'acheter une Porsche. Continue de vivre avec tes 3000 euros net que tu avais avant et mets 3000 euros de côté tous les mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu auras un matelas de 6 mois de sécurité. Je prends le cas où t'as pas eu de chômage, t'as pas eu de machin, t'as pas eu de rupture conventionnelle, donc t'as peu d'argent. Voire t'as 0 € de côté. Normalement, au bout de 6 mois, tu devrais avoir réussi à te créer un matelas de 6 mois. Donc là, tu devrais être tranquille. Donc quand je dis construire une trésorerie pour prévoir les creux, c'est vraiment ça. C'est en gros, au début, commence pas à flamber. Mets-toi un matelas, si moi j'abuse, mais mets-toi un matelas de 4 mois de sécurité. Comme ça, tu peux te prendre l'année prochaine, tu perds ta mission en juin. Tu peux te prendre les 2 mois, juillet, août, en étant très serein. En te disant, même si en septembre, voire octobre, j'ai pas, c'est bon, je suis large. Donc, au début, mets-toi ce matelas de sécurité-là. Parce que, il y a un moment où quand tu vas commencer à gagner 5000 euros net, si tu vis avec 5000 euros net, ça veut dire que tes mois d'intercontrat vont te coûter 5000. Alors qu'actuellement, ils te coûtaient 3. Donc, commence pas à vivre au-dessus de tes moyens. Garde ton rythme de vie, ça c'est hyper important, et construis ta trésorerie pour éviter les périodes de creux. Par contre, tu peux te faire kiffer, hein, parce qu'en vrai, sur les 10 000 euros que tu vas facturer par mois, ou 8 000 parce que tu as un TGM très bas à 400 euros, sur les 8 000 que tu vas facturer tous les mois, en vrai, tu peux vivre avec 3 comme tu vivais avant, et encore j'ai pris 3, à mon avis, si tu es à 400 de TGM, tu vis avec moins que 3 000, mettre un peu d'argent de côté pour faire tes voyages et partir en vacances cet été, enfin tranquille. Donc, mais bon, quand même, je tiens à le préciser, anticipe ça. Tu as 3 mois pour commencer à te préparer pendant ton préavis, donc commence à anticiper le fait de mettre un peu d'argent de côté pour faire ça. Et ensuite, 8, c'est s'entourer et se former intelligemment. Se former, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu teasé. Oui, j'ai dit 8, je vous remets l'écran comme ça, c'est un petit peu plus clair. J'en profite pour voir comme je suis un petit, tu me vois pas? C'est discret. Donc s'entourer pour se former intelligemment. Forme-toi à Docker, forme-toi à Kubernetes, ça y est dans tous les projets. Forme-toi sur du cloud, les clouds les plus utilisés par rapport à ta stack. Forme-toi sur tous les derniers outils. Si aujourd'hui tu es développeur et que tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, fais-toi une formation de prompt engineering, fais-toi une formation pour savoir utiliser les outils pour faire du vibe coding, j'en sais rien, mais forme-toi sur tous ces trucs-là qui sont tendance de toute façon et qui vont être utiles. Donc ça c'est hyper important. Et quand je dis s'entourer, c'est commence à parler avec des freelances. Ah, comment t'as fait pour le client? Ça fait partie de la prospection, mais c'est comment t'as fait pour rentrer chez ce client-là? Comment t'as fait quand tu t'es formé? Tu verras, les gens vont te donner des conseils. Ça peut être des conseils d'optimisation. Ah, te lance pas en auto-entreprise. Alors, ouais, ok, fais attention à ça quand même, hein. Les gens qui vont dire, ah ouais, mais lance-toi plutôt en prochaine année, machin. Non, trop tard, t'as démissionné. Toi, t'es quelqu'un, on l'a vu dans le point 2, là, on en est au point 8. Donc, ça fait longtemps que tu t'es mis en action, que t'as imposé ta date et que tu t'es lancé, en fait. Donc, s'entourer, c'est juste avoir des gens qui vont être moteurs pour toi. Mathieu Stéphanie le dit très bien dans tous ses podcasts, j'aime bien cette formulation-là, c'est que tu es la moyenne des gens qui t'entourent. Et ça, c'est vrai. Si t'as que des gens en CDI autour de toi, ils vont pas être moteurs, ils vont pas te pousser. Donc, commence à t'entourer par des gens qui sont en freelance, des gens qui sont à leur compte, qui vont être moteurs justement, et qui vont t'accompagner, qui vont te motiver, et qui vont te rassurer dans ta prise de décision
valider que c'est la bonne, quoi. Alors que si tu n'entoures que de gens en CDI, en effet, ils vont te dire que t'es fou, que c'est trop risqué, que blabla. C'est faux. Te prends pas la tête. Dernier point, s'entourer, et c'est le moment où je me fais ma petite promotion personnelle, c'est que, en effet, toutes les étapes que je viens d'énumérer sont des étapes qui, là, de prime abord, peuvent paraître faciles, parce qu'en vrai, c'est juste envoyer des messages, mais on a plein de croyances limitantes, on a plein de barrières. Je le vois au quotidien avec les freelances que j'accompagne, où en vrai, ceux qui acceptent le plus facilement d'écouter mes conseils et de casser toutes leurs croyances limitantes sont ceux qui y arrivent le plus rapidement. Et pour ça, moi, dans tous les accompagnements, je passe 1 heure par semaine avec chaque personne que j'accompagne, et pendant cette heure-là, en fait, on retravaille des process. Et souvent, je me rends compte d'une semaine à l'autre, quand je dis à la personne, montre-moi par exemple tes messages de prospection, il a refait des messages de prospection que je lui avais déconseillé de faire. Et c'est pour ça qu'il y a de l'itération et c'est pour ça que le format accompagnement est beaucoup plus adapté dans ce que je propose qu'un format de formation. D'ailleurs, tout le contenu que j'ai créé, il y a beau avoir des milestones, il y a beau avoir des messages à copier-coller, il y a beau avoir tout un tas de choses qui sont hyper pertinentes. Si je le vendais tel quel, les personnes n'auraient pas de résultat. Ce qui apporte du résultat, c'est de travailler ensemble et c'est d'itérer et c'est d'avoir quelqu'un qui va vous permettre d'avoir du feedback sur toutes vos actions quotidiennes. Et après, dans tout ça, j'ai pas du tout parlé de toute la partie préparation des entretiens, gérer les entretiens, savoir se vendre. Là, pour l'instant, ce dont j'ai parlé, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais là, ce dont j'ai parlé, c'est juste les étapes qui vont te permettre, pendant ta période de préavis, de commencer à avoir des leads, pour commencer à avoir de l'attraction, pour te permettre de trouver des clients. Le but, c'est uniquement de te rassurer sur ta capacité à trouver un client. En fait, j'ai mis dans l'étape 2 se mettre en action, mais si tu es quelqu'un, profil de base un peu frileux, qui a besoin d'être rassuré par de la data, fais la partie se mettre en action un petit peu plus tard, genre, je remets le plan pour que tu puisses suivre, tu le fais dans la partie entre le 6 et la 7, même à la fin en fait. Tu peux très bien faire toutes les étapes, analyser ton marché, clarifier ton offre, préparer ton LinkedIn, commencer à prospecter. Tu peux très bien le faire sans avoir démissionné. Par contre, moi je te le déconseille parce qu'à nouveau, tu vas te retrouver dans une position de suranalyse et où en fait, ça va être encore plus dur de te mettre en action. Donc en fait, mets-toi en action, lance-toi et tu as 3 mois pour avoir du résultat. Si tu veux être accompagné pendant tout ce process, je l'ai dit à l'introduction du point 8, c'est ma petite pub, prends rendez-vous avec moi. Le but de ce rendez-vous-là, ce sera de valider, comme dans mon accompagnement, j'ai une garantie de résultat, je veux valider que tu te lances pour les bonnes raisons, que tu vas être compétent, et que surtout t'es pas hors sol, parce que j'en ai déjà vu des gens qui avaient même pas 5 ans d'expérience, qui voulaient un TJM à 800 en full remote. Cette personne-là, je peux pas l'accompagner, je peux pas avoir de... Enfin, je pourrais l'accompagner et lui donner les conseils, c'est les mêmes conseils que je vais donner à un autre, mais juste, je peux pas avoir de garantie. Donc, comme je veux proposer des garanties, j'ai besoin d'avoir ce rendez-vous-là. Le but, ce sera que tu te présentes. Je pourrais te commencer à te donner 2-3 conseils si tu veux pour avoir une roadmap et tout. Mais en vrai, si tu appliques ces conseils-là, tu as déjà une bribe de ce que je peux te proposer sur l'accompagnement. Commence par faire ça. Une fois que tu veux aller beaucoup plus loin, que tu veux aller beaucoup plus vite et que tu veux trouver un client, prends rendez-vous avec moi, on se rencontre. Donc, tu auras le lien dans la description, un petit peu partout. Je fais d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne. Enfin, je sais pas si ça s'appelle une chaîne d'ailleurs. Je suis vraiment un boomer. Sur TikTok, j'ai un compte Instagram du coup où tu pourras retrouver certains conseils. Sachant que les conseils les plus précis, c'est quand même ici que je les donne. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux, on se fait un one-one. Tu prends rendez-vous avec moi. Et à ce moment-là, si c'est OK qu'on peut prendre la garantie, on démarre l'accompagnement immédiatement, dans la foulée, et le but ce sera de te trouver un client le plus rapidement possible. Donc si t'as aimé la vidéo, surtout lâche un like, pose les questions que t'as en commentaire, pareil ça m'aide à savoir ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est hyper important, ça me permet d'avoir aussi du feedback, et tu peux prendre rendez-vous avec moi, m'envoyer un message si tu as d'autres questions que tu veux pas mettre publiquement. Et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si t'es encore en train de la lire, vraiment, enfin de la lire, pardon. Je suis habitué à faire des posts sur LinkedIn. Donc si t'es encore en train de la regarder, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochaines. Et comme ils disent tous les youtubeurs, je suis pas encore habitué à faire cette promo-là. A plus.